Et si nous parlions un peu de sciences de la vie et de la Terre, aujourd'hui sciences de la vie, essayons de comprendre aujourd'hui comment l'énergie est produite, au niveau cellulaire évidemment. On peut poser une question ou proposer un sujet, c'est l'exploitation de molécules, notamment de molécules organiques, pour obtenir de l'énergie. Alors on a 1000 fois parlé de ce que l'on appelle la respiration cellulaire, qui consiste en l'oxydation du glucose pour produire de l'énergie. Et en parallèle, il y a un rejet de dioxyde de carbone et d'eau. Bon. Molécule organique, c'est quoi une molécule organique? C'est une molécule qui est composée essentiellement de carbone. Ce sont la chimie organique, c'est la chimie du carbone. Donc une molécule organique, c'est une molécule qui va contenir beaucoup de carbone. Alors, la valence du carbone est 4, il faudra que ce carbone soit, pour être stable dans la molécule, associé à 4 autres atomes. Molécule organique, il y a également de l'hydrogène, évidemment, de l'oxygène, de l'azote, bon, etc., etc. Chaque cellule, pour vivre, étant donné que la cellule, c'est une unité qui a une structure et une fonction que l'on appelle le métabolisme. Le métabolisme étant l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent, alors en l'occurrence dans une cellule, mais si on regarde un petit peu plus loin, c'est tout ce qui se passe au niveau d'un être vivant. Toutes les réactions chimiques qui ont lieu chez un être vivant. Alors, quand on parle de réaction du métabolisme, on peut prendre un exemple précis et dire, bon, cette réaction chimique fait partie du métabolisme. Mais on ne peut jamais étudier l'ensemble des réactions chimiques qui se déroulent dans une cellule et encore moins dans un organisme. Le fait qu'un organisme vive correctement signifie déjà que chacune des cellules assure un métabolisme relativement correct. Alors, ce qui n'est pas tout à fait vrai, puisque quelquefois on est malade, mais même au cours d'une maladie, les cellules essaient de s'en sortir. Bon, si un virus attaque une cellule, la cellule va réagir d'une manière ou d'une autre. Alors, bon, on ne va pas trop s'égarer, ce n'est pas le sujet du jour. Donc, exploitation de molécules organiques pour obtenir de l'énergie. Les êtres vivants ont besoin d'énergie pour assurer toutes les fonctions possibles nécessaires à la vie. Et l'énergie est obtenue dans les cellules en dégradant notamment le glucose par oxydation, avec l'oxygène. Alors, on peut se poser la question, c'est quelle voie métabolique libère de l'énergie à partir du glucose? Alors, nous allons étudier le problème sous deux aspects. D'abord, nous allons faire une étude expérimentale concernant cette fameuse respiration cellulaire, que nous connaissons maintenant, puisqu'on en parle beaucoup. Et deuxième chose, nous allons voir les organites qui sont impliqués dans la respiration cellulaire. Alors nous verrons que les mitochondries ont un rôle très important. Et on peut même ajouter une troisième chose, c'est que un autre métabolisme, on va prendre un autre exemple de métabolisme qui va exploiter le glucose et qui consistera en la fermentation. Fermentation, s'il n'y a pas assez d'oxygène, nous sommes à ce moment-là en milieu que l'on dit anaérobie. Et dans ces conditions-là, de l'énergie peut être produite, mais au cours de fermentation, et non pas au cours d'une phase que l'on appelle aérobie, et au cours de cette phase, il y aura bien l'oxydation du glucose par le dioxygène. Alors, commençons par une première étude expérimentale concernant la respiration cellulaire. Alors, nous avons dit que au cours de la respiration cellulaire, de l'oxygène était utilisé et du dioxyde de carbone était rejeté. Donc on peut proposer une expérience que l'on appelle EXAO, expérimentation assistée par ordinateur,
dans laquelle on peut mesurer la quantité de dioxygène ou la quantité de CO2. Alors, comme on sait, alors on peut raisonner un petit peu avant de faire l'expérience, on sait que le glucose est oxydé par l'oxygène. Donc ça fait glucose plus dioxygène, va libérer de l'énergie, mais va libérer également du CO2 et de l'eau. Donc dans un dispositif, on peut mesurer par exemple la quantité de dioxygène qui va évoluer au cours du temps et la quantité de CO2 ou la quantité de CO2 ou les deux qui va varier également au cours du temps. Alors si au cours d'une expérience, on prend par exemple un être vivant et puis une cellule, on peut prendre par exemple une levure, on verra ce que l'on prendra après, mais on réfléchit un petit peu avant. Si par exemple on prend une levure, la levure c'est un être unicellulaire, c'est un champignon microscopique qui contient un noyau, donc qui fait partie des eucaryotes, et à l'intérieur, il y a un métabolisme de cette cellule unicellulaire entre guillemets. Et comme la cellule vit, elle est capable de vivre, de se reproduire si les conditions sont optimales, du moins suffisantes, par bourgeonnement, eh bien ça veut dire que de l'énergie est produite à l'intérieur. D'où vient cette énergie? Eh bien, encore une fois, grâce à l'oxydation du glucose. Donc, imaginons que l'on prenne une levure, on la met dans un milieu, on ferme ce milieu, on met une sonde à l'intérieur et on mesure la quantité de dioxygène qui va évoluer au cours du temps en présence de levure. On s'attend à quoi? Eh bien, on s'attend à ce que la levure prenne ce dioxygène pour pouvoir produire son énergie. Et dans ces conditions, ça voudrait dire que dans l'atmosphère dans laquelle il y a la sonde à oxygène, ça veut dire que la quantité de dioxygène va diminuer. Donc nous verrions sur l'écran de l'ordinateur la quantité de dioxygène qui diminue. Si nous choisissons de mettre une sonde à dioxyde de carbone, comme l'oxydation du glucose produit de l'énergie mais aussi du dioxyde de carbone, et on s'attend à ce que la quantité de dioxyde de carbone dans l'enceinte, dans laquelle il y a la sonde à CO2, eh bien cette quantité diminue. Ou pas? Eh bien non, cette quantité augmente. Donc on s'attend à ce que la quantité de dioxygène diminue et à ce que la quantité de dioxyde de carbone augmente. Ce qui est tout à fait logique, ce qui signifierait que la cellule a bien utilisé l'oxygène, a bien rejeté le dioxyde de carbone, et par déduction, on pourrait dire que la levure fait bien une des réactions du métabolisme, qui est la respiration cellulaire. Alors, donc on revient un petit peu sur l'étude expérimentale qui va être proposée dans mes documents. On veut étudier la respiration cellulaire, ne pas confondre avec la respiration pulmonaire. Donc il y a une consommation de dioxygène en théorie, rejet de CO2. On va chercher à montrer que les cellules respirent à condition de pouvoir utiliser le glucose. Autrement dit, respirent. Ça veut dire quoi? Prennent de l'oxygène et rejettent du CO2. Globalement, si on regarde au niveau pulmonaire, la respiration c'est quoi? C'est prendre de l'oxygène et rejeter du CO2. Alors prendre de l'oxygène dans le sens où l'oxygène va passer dans le sang. Bon. À partir des alvéoles pulmonaires, dans l'air il y a du dioxygène. Bien, le dioxygène va traverser la paroi des alvéoles puis des capillaires sanguins et l'oxygène se retrouve dans le sang. Et le rejet de CO2 par un mécanisme inverse, c'est-à-dire que le dioxyde de carbone va passer du sang vers les alvéoles puis être rejeté lors de l'expiration. Donc il y a une respiration, inspiration, expiration pulmonaire, mais au niveau d'une cellule, il y aurait une respiration cellulaire. Donc ne confondez pas les deux. Donc, ce que l'on voudrait montrer, c'est que dans cette cellule, il y a une respiration cellulaire.
Sous-entendu, l'oxygène va entrer dans la cellule et du CO2 doit en sortir. Donc si on met, alors je ne vais pas répéter, en fait, je risque de répéter la même chose, on va utiliser un dispositif Hexao qui va afficher sur l'écran de l'ordinateur la concentration de dioxygène dans le milieu en fonction du temps. Donc ça veut dire qu'on va mettre des levures dans une enceinte qui sera bien close pour pas qu'il y ait d'entrée d'air ou de sortie d'air. Donc il faut bien fermer l'enceinte et on met une sonde qui va mesurer la quantité de dioxygène qui va évoluer au cours du temps ou pas, et une sonde à dioxyde de carbone qui va mesurer la quantité de dioxyde de carbone qui va évoluer ou pas en fonction du temps. Alors ce dispositif Hexao est évidemment relié à un écran de l'ordinateur et on voit apparaître directement sur l'écran de l'ordinateur l'évolution d'une part du dioxygène, d'autre part du dioxyde de carbone. Commençons par regarder, alors on a bien mis dans l'enceinte, on a bien mis le milieu. Alors comme ce sont des levures, il faut que le milieu soit liquide, donc il faut mettre de l'eau, alors de l'eau distillée, on rajoute des minéraux, pas besoin de lumière, on n'est pas dans les plantes, donc on ne met pas de glucose au début, alors on met bien les levures évidemment. Alors si on ne met pas de glucose, on regarde l'évolution de la quantité d'oxygène dans le milieu. L'écran de l'ordinateur affiche une courbe qui progresse tout doucement. Alors, partons d'une quantité de 4 mg par litre, 4 mg de dioxygène par litre. Dans notre milieu, il n'y a pas de glucose. Et on regarde l'évolution de la quantité de dioxygène. On s'aperçoit que sa quantité, alors on ne part pas de 4, on va partir de 4,5 à peu près milligrammes de dioxygène par litre. Et on laisse faire les choses, on regarde et au bout d'une minute, enfin on passe 0,5 minutes, donc 30 secondes, 1 minute et demie, 2 minutes, et on s'aperçoit que jusqu'à 1 minute et demie, la quantité de CO2 est pratiquement stable, mais diminue un petit peu. Pas de CO2, de O2, je veux dire, de dioxygène. Donc cette quantité diminue tout doucement. Or, s'il n'y a pas de glucose, comment est-ce que le dioxygène peut diminuer, c'est-à-dire être utilisé par la levure si on ne met pas de glucose? Bien, simplement parce qu'on peut imaginer que les levures possèdent des réserves de glucose, qu'il y a encore dans leur cytoplasme un petit peu de glucose. Bon, comme dans le milieu extérieur il n'y en a pas, on peut expliquer éventuellement, c'est une hypothèse, que le fait que la courbe diminue un petit peu, juste un petit peu, qui passe de 4,5 à 4 à peu près, milligrammes de dioxygène par litre, bien ce serait que le glucose qui était en réserve dans les levures a été utilisé. Tant si on ne rajoute pas de glucose, on imagine que la quantité de O2 va rester stable. On imagine également que les levures pourraient éventuellement mourir. Alors, si à 1 minute et demie, on injecte du glucose dans l'enceinte, donc dans le milieu où il y a les levures, on observe la courbe et on s'aperçoit que la quantité de dioxygène dans le milieu chute, diminue très fortement, pour au bout de 4 minutes arriver à une quantité qui est très basse. Donc ça veut dire simplement que le dioxygène a été utilisé pour oxyder le glucose. C'est ce que l'on déduit. On ne le voit pas, mais on le déduit. Et si on regarde en parallèle la concentration de CO2 dans le milieu, grâce à la sonde quantité de CO2, grâce à la sonde à dioxyde de carbone, on voit que la quantité de CO2, alors jusqu'à 1 minute à peu près, cette quantité reste stable, c'est-à-dire elle est stable pratiquement à 0.
Ça veut dire que dans notre milieu, il y a très peu de dioxyde de carbone et qu'il n'y a pas de rejet. Alors, très léger rejet de CO2 dû au fait que précédemment on avait dit qu'il y a une très légère baisse de la quantité d'oxygène avant que l'on injecte du glucose. Donc c'est normal que cette toute petite quantité de départ de dioxygène qui a été utilisée pour produire de l'énergie grâce à l'oxydation d'un glucose de réserve dans les levures a fait qu'en parallèle du CO2 était un petit peu libéré. Et dès l'instant où on fait une injection de glucose, on a vu que la quantité de dioxygène diminuait très fortement. Et là, on s'aperçoit que la quantité de dioxyde de carbone augmente très fortement en parallèle à la baisse de dioxygène. Donc là, les choses sont cohérentes. On déduit simplement que dès l'instant où on a mis du glucose, l'oxydation du glucose s'est faite, d'où la diminution de dioxygène, et en parallèle, la libération de dioxyde de carbone, puisque la respiration cellulaire qui a bien lieu ici donc, correspond à glucose plus O2, libère du CO2 plus de l'eau et de l'énergie. Voilà, on a bien mis en évidence le fait qu'il y a bien la respiration cellulaire et que les cellules respirent à condition qu'elles aient pu exploiter le glucose, c'est-à-dire l'oxyder. Alors, on peut également en parallèle tester la présence de glucose ou pas. Il y a ce que l'on appelle des bandelettes colorées avec différents petits carrés qui correspondent à des couleurs différentes, correspondant à des concentrations différentes. Donc si on trempe une bandelette dans le milieu, au départ, admettons, on regarde, on compare avec parce que l'embout de la bandelette possède une couleur, une substance, et on regarde l'embout de la couleur, prend une coloration, on compare avec les petits carrés correspondant à des concentrations bien précises, et on peut dire que au départ, avant que l'on mette du glucose, il n'y a pas de glucose, donc la bandelette prend telle couleur. Dès l'instant où on met du glucose, on vérifie qu'il y a bien la quantité de glucose que l'on veut, on trempe la bandelette et les deux couleurs correspondantes montrent qu'il y a une certaine quantité de glucose. Cette quantité de glucose doit évoluer au cours du temps dans le sens où le glucose diminue s'il y a bien une oxydation. Donc si on trempe la bandelette à la fin de l'expérience, la coloration correspond bien au fait qu'il y a de moins en moins de glucose. Bon. Donc voilà. Alors, ensuite, donc ça c'était pour les levures qui avaient exploité le dioxygène et le glucose pour produire de l'énergie selon une réaction du métabolisme que l'on appelait la respiration cellulaire. Un autre métabolisme va permettre d'exploiter le glucose, alors ce sera celui de la fermentation. De l'éthanol peut être produit à partir d'un jus sucré. Jus sucré, ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a des glucides à l'intérieur, et quand on parle de glucides, on peut parler en même temps de glucose. Donc, lorsque de l'alcool est formé à partir d'un jus sucré, on appelle ce mécanisme une fermentation alcoolique. Ça veut dire que de l'alcool est produit par fermentation. Par fermentation de quoi? Donc, il y a du jus sucré, bien. On se dit, il y a quoi dans le jus sucré? Il y a des sucres, il y a des glucides. Pourquoi est-ce que s'il y a du glucose et s'il y avait de l'oxygène, en fait, on aurait une respiration cellulaire? Et là, on se dit, qu'est-ce qui fait que, plutôt que l'on parle de respiration cellulaire, c'est-à-dire d'oxydation de glucose à partir du dioxygène, qu'est-ce qui fait qu'on n'a pas la respiration cellulaire, mais on a plutôt une fermentation alcoolique? Alors, on va chercher à déterminer les conditions de cette production d'alcool par les levures. Quelle est la condition? Alors, si on raisonne un petit peu, on se dit, s'il y a du glucose, donc on part d'un jus sucré,
jus sucré, il y a du sucre, il y a des glucides. Imaginons que dans ces glucides, il y a du glucose. S'il y a de l'oxygène, on sait bien que ça fournira de l'énergie pour produire du CO2, de l'eau en même temps. Mais on ne sera pas enfin, on ne parle pas d'alcool. Il n'y a pas de formation d'éthanol. Alors, on se dit, si par exemple il y a du sucre, le sucre il est bien présent, si on enlevait l'oxygène, à ce moment-là, on serait dans des conditions, peut-être, qui permettraient la fermentation alcoolique, dans le sens où nous serions en milieu anaérobie, c'est-à-dire sans dioxygène. C'est peut-être ça qui fait que de l'alcool est produit. Bon. En tout cas, on va essayer de comprendre. On a des résultats à partir donc, qui proviennent d'une expérimentation Exao. Donc, on a mis des levures, on a mis un jus sucré, on a mis une sonde à dioxygène, une sonde à dioxyde de carbone, une sonde à éthanol. On va mesurer les concentrations en dioxygène, dioxyde de carbone et alcool, donc éthanol, dans une culture de levure en fonction du temps. On a des résultats. On a une courbe, concentration de O2, CO2, éthanol en milligrammes par litre en fonction du temps, mais on n'a pas une seule courbe, on a 3 courbes. Commençons par la courbe contenant du CO2, enfin révélant l'évolution de la concentration en CO2. Donc on se souvient bien, on a mis des levures en présence de jus sucré. La quantité de CO2 est de un petit peu moins de 5 mg par litre et évolue très fortement au cours du temps. Donc, ça veut dire que du CO2 est rejeté, puisque la quantité passe pratiquement de 5 à 400 et au-delà milligrammes par litre. Donc le CO2 est rejeté. Ça fait penser à quoi? Ça fait penser à respiration cellulaire, puisque du CO2 est rejeté. Alors, essayons maintenant de voir l'évolution du dioxygène. La quantité de départ est à 5 mg par litre et au bout de 200 secondes, la quantité passe. Alors tout à l'heure je me suis trompé, la quantité de CO2, c'est au bout de 400 secondes, elle est passée de un petit peu moins de 5 à 25. Je me suis trompé, c'est pas 400, c'est 25 mg. Bon, dioxygène, on passe de 5 à, au bout de 200 secondes, on passe de 5 à 0. Donc déjà, je mets un temps d'arrêt pour que vous puissiez comprendre les choses. Tout à l'heure, on a dit CO2 augmente très fortement, même au bout de 400 secondes, il y a une quantité très importante. Et la quantité continue à augmenter. Alors, on ne va pas au-delà de 400 secondes. On ne sait pas ce qui se passera après. Les mesures s'arrêtent à 400 secondes. Mais la quantité de dioxygène chute fortement entre 0 et 200 secondes pour s'annuler à 200 secondes. Or, donc on pourrait très bien dire que le CO2 qui est produit jusqu'à 200 secondes, est-ce qu'on peut se dire que c'est dû à l'oxygène? Bien, on peut se dire oui, puisque malgré que la quantité chute en dioxygène, il y a quand même production de CO2. Mais ce qui est bizarre, c'est qu'au bout de 200 secondes, il n'y a plus d'oxygène et la quantité de CO2 continue à augmenter très fortement en suivant la même courbe que celle de départ, c'est-à-dire celle où on a commencé l'expérience. Donc ça veut dire qu'on a l'impression qu'il y a une continuité dans l'évolution de la concentration en CO2 qui n'a pas de rapport avec le dioxygène. Donc ça voudrait dire que le CO2 qui est produit n'a pas pour origine l'oxydation du glucose.
Alors, on peut se poser la question pourquoi? Comment ce CO2 est-il produit? On regarde la quantité d'éthanol. Grâce à la sonde, on s'aperçoit que jusqu'à un petit peu moins de 200 secondes, la quantité d'éthanol est nulle. Mais entre 100 et 200, elle augmente très légèrement et augmente très brusquement dès l'instant où il n'y a plus d'oxygène dans le milieu. Donc ça veut dire que la quantité d'éthanol augmente en parallèle à la quantité de CO2 qui est rejetée, puisqu'au bout de 400 secondes, la quantité d'éthanol est passée de 0 pratiquement à 15 mg par litre. Donc les courbes à partir de 200 secondes, CO2 et éthanol augmentent en parallèle. Donc ça veut dire automatiquement que de l'éthanol est produit et du dioxyde de carbone est produit. Donc si les deux sont produits, ce sont des produits, donc ça nous donnerait quelque chose, donc un substrat ou deux, qui vont donner CO2 plus éthanol. Donc ça voudrait dire que le substrat de départ n'a pas été oxydé, mais il y a eu production d'éthanol. Donc ça veut dire que le jus sucré, en fait, sans dioxygène, a permis la formation d'éthanol, avec un rejet en parallèle de dioxyde de carbone. Eh bien, ce mécanisme s'appelle la fermentation, et comme c'est de l'éthanol, et comme l'éthanol est un alcool, il s'agit de fermentation alcoolique. Voilà, donc on a mis là un autre exemple de métabolisme qui a exploité le glucose, c'était celui de la fermentation. Autrement dit, si on prend du glucose, donc on imagine les deux expériences. On prend du glucose, on met de l'oxygène, respiration cellulaire, avec libération de CO2, d'eau et production d'énergie. Dans une autre expérience, dans une autre réaction chimique, on prend du glucose, ou l'équivalent du glucose, on ne met pas d'oxygène, il y a fermentation alcoolique, donc production d'alcool. Donc ça veut dire que le glucose peut être exploité pour produire de l'énergie ou comme fermentation, comme élément de fermentation pour produire en fait de l'éthanol, c'est-à-dire on parle de fermentation alcoolique. Donc deux métabolismes, deux réactions de métabolisme, la respiration cellulaire, la fermentation alcoolique. Voilà ce qu'on a mis en évidence, c'est que lorsque l'on parle au début on s'est dit exploitation des molécules organiques pour obtenir de l'énergie. Alors là, on n'a pas mis en évidence le fait qu'au cours de la fermentation, de l'énergie était produite. On peut très bien imaginer oui ou non, on ne sait pas. En tout cas, le glucose a été exploité de deux façons différentes. Donc les voies métaboliques qui ont libéré de l'énergie à partir du glucose, eh bien, au moins la respiration cellulaire, fermentation alcoolique, on ne sait pas. Maintenant, regardons un autre document qui nous parle des organites impliqués dans la respiration cellulaire. Parce qu'on s'est dit, bon, la respiration cellulaire chez les levures existe, mais comment et où se forme dans la cellule la respiration cellulaire? Est-ce que simplement dans le cytoplasme, le glucose est libre, le dioxygène est libre, et on a simplement action de l'oxygène sur le glucose pour produire de l'énergie, ou alors est-ce que le mécanisme est différent? Bien, les cellules possèdent dans leur cytoplasme des organites que l'on appelle des mitochondries. Alors, si on observe au microscope électronique, on voit un noyau dans la levure, un immense noyau donc, qui contient l'information génétique des levures, et on voit tout autour des mitochondries qui ont une coloration, ce sont des fausses couleurs. Le noyau, on le voit plutôt en marron, et les mitochondries, on les voit plutôt en rosé. On s'aperçoit que ce sont des petites choses que l'on appelle des organites
organite qui possède un système membranaire à l'intérieur. On se dit, bon bah d'accord, bon, il y a des mitochondries, mais c'est quoi l'intérêt de savoir qu'il y a des mitochondries? On va faire une petite expérience. Concentration en dioxygène au cours du temps. On mesure la quantité de dioxygène au cours du temps. C'est-à-dire qu'on a une courbe, on obtient des résultats, concentration en dioxygène dans le milieu en fonction du temps. Alors, on dispose de deux souches de levure, une souche N qui possède des mitochondries nombreuses et normales, et une souche D qui est déficiente en mitochondries. Et on essaie d'étudier la concentration, la consommation en dioxygène de ces levures en utilisant un dispositif hexao, c'est-à-dire on met une enceinte fermée, on met des levures, alors les deux souches de levure, N et D, N pour normale et D pour déficiente en fait, on les met dans un milieu et on mesure en fait la quantité de O2 et après injection de glucose. Alors on regarde. Alors on a deux courbes qui apparaissent, donc qui se mettent en place sur l'écran suite au relevé des mesures de CO2 et de dioxygène par les sondes. On a une courbe où la concentration de dioxygène diminue fortement après injection de glucose. Donc ça veut dire que dans les souches correspondant à la souche N, en fait, dans la souche N, si la quantité de O2 diminue suite à l'injection de glucose, c'est donc que la respiration cellulaire est possible. Dans l'autre cas, dans les souches D, on s'aperçoit que la concentration de O2 dans le milieu reste constante, même après injection de glucose. Or, cette souche D ne possède pas de mitochondries. Donc, on déduit, bien évidemment, par comparaison avec la courbe, avec les levures N qui possèdent des mitochondries, eh bien, on déduit que la respiration cellulaire est un mécanisme qui a lieu dans les mitochondries. Bon, voilà, c'était une petite parenthèse. Donc on a vu que l'exploitation des molécules organiques est possible de différentes façons. On l'a vu au moins de deux façons qui permettent d'obtenir de l'énergie. Maintenant, ce qui est embêtant, c'est qu'on a... Alors, donc ça correspond à la respiration cellulaire et à la fermentation alcoolique, mais on n'a pas mis en évidence le fait que dans la fermentation alcoolique, il y avait production d'énergie. Et simplement, on a vu qu'il y avait une exploitation de molécules organiques, telles que le glucose, en présence ou en absence d'oxygène. Présence d'oxygène, respiration cellulaire. Absence d'oxygène, fermentation alcoolique. Alors on dit, en utilisant des mots plus savants, en milieu aérobie, respiration cellulaire, en milieu anaérobie, fermentation alcoolique. Donc voilà, donc c'est les êtres vivants exploitent les molécules organiques pour produire de l'énergie s'il y a du dioxygène ou pour produire de l'alcool s'il n'y a pas d'oxygène. Bon, il n'y a pas que de l'alcool qui serait produit dans certains cas, parce qu'on n'a pas des levures partout. Bon. Donc on a bien identifié des métabolismes qui ont exploité le glucose. On a bien démontré que des organites tels que les mitochondries assurent ce que l'on appelle la respiration cellulaire. Et ces organites, donc ces mitochondries, sont spécialisés dans la respiration cellulaire. On a bien montré qu'il existe chez les levures un métabolisme autre que la respiration cellulaire. C'était ce que l'on appelait la fermentation alcoolique. Donc on a bien compris les choses. Le cours est terminé. Merci.